14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 jours ensemble, ces 2 heures, ensemble sur Sud Radio, et on va parler d'un sujet qui serait un peu moins tabou. On va parler de la ménopause. C'est en tout cas ce que nous propose mon invité Gérard Salama, qui est gynécologue. En fait, on va surtout parler de la ménopause et des fameux traitements pour la ménopause qui ont peut-être une meilleure presse aujourd'hui. Néanmoins, et ça c'est quand même incroyable, un grand nombre de femmes n'y ont pas recours. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est pas manque d'informations ? Peut-être, mais en tout cas, il y a peut-être aussi de la peur, la fameuse peur d'attraper un cancer. Durant ces 2 heures, on va essayer de répondre, non pas à toutes les questions, mais en tout cas à bon nombre d'entre elles pour que chaque femme passe ce cap le mieux possible. On reviendra bien sûr sur la sexualité avant et après la ménopause et sur ce fameux désir qui parfois est mis à rude épreuve. En tout cas, la ménopause arrive autour de la cinquantaine et c'est déjà un âge important dans la vie d'une femme. Alors, qu'est-ce qui est dû au corps et donc à la ménopause et qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Voilà aussi la question qu'on va pouvoir se poser. C'est en effet une vérité subjective pour chacune d'entre nous. Mais en tout cas, vous avez envie de poser des questions, vous avez envie d'en parler, vous nous appelez au 0826 300 300. Gérard Salama, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Alors vous êtes gynécologue et vous êtes également l'auteur de ce livre avec Viviane Perret, La ménopause maîtrisée, comment mieux vivre cette transition. C'est aux éditions Humaine Sciences. Et donc vous racontez un peu d'abord votre parcours en tant que médecin gynécologue et également vous avez envie un peu de parler de cette ménopause qui est encore trop souvent méconnue. Et notamment par rapport aux femmes, bien sûr, qui ne savent pas très bien ce qui les attend. Et puis, beaucoup de médecins aussi qui ne sont pas encore très au courant des fameux traitements. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ceux qui nous écoutent ? Alors, j'ai envie de dire d'abord qu'il y a quand même 500 000 femmes qui, tous les ans, entrent en ménopause. Et si on rajoute celles qui sont déjà en ménopause, ça fait quand même pas mal de monde. Ça fait plusieurs millions de femmes. Et puis, ce qui est surprenant aujourd'hui, c'est que si on regarde les statistiques, il y a 6% seulement de femmes qui sont traitées pour leur ménopause. 6% seulement, mais c'est fou, ça paraît seulement, fou. Ça paraît complètement fou. Mais il y a quand même des explications à ça et on va en parler. Par contre, il faut savoir qu'il n'y a pas une ménopause, c'est pas comme une maladie avec des symptômes précis, il y a des ménopauses et j'ai envie de dire que chaque femme a sa ménopause qui nécessite une prise en charge particulière. Oui, c'est ce que je disais dans l'intro en fait. Voilà, il n'y a pas des traitements généraux, génériques, il y a un traitement, j'ai envie de dire, pour chaque femme et c'est au médecin, et c'est là tout le problème, c'est au médecin de la traiter à sa mesure. Le problème de toutes ces femmes, c'est que elles sont en face de médecins qui, d'un côté, leur disent « mais il faut vous traiter absolument, c'est formidable et je vous dirai pourquoi après ». Et d'autres, elles vont chez un autre médecin ou leur généraliste qui leur dit, ou un autre, qui leur dit « c'est très dangereux et vous risquez d'attraper un cancer ». Et quand les médecins ne sont pas d'accord entre eux, il y en a toujours un seul qui empathie et qui paye, c'est le patient. Donc les femmes, quand on leur parle aujourd'hui, et c'est pour ça, c'est l'explication des 6%, c'est qu'elles ont encore peur. Ce qui se passe aujourd'hui... Ce qui peut se comprendre, si vous avez un médecin qui vous dit... Je trouve ça extrêmement légitime. Je trouve ça extrêmement légitime. Donc, je veux dire que l'information, d'abord, elle passe par les médecins avant de passer par les patientes. Et vous êtes gynécologue. Hier, on avait Christian Jamin qui était là, qui est gynécologue également. Il est comme vous, il est pour les traitements pour la plupart des femmes. Est-ce que les gynécologues, eux, sont au courant ou est-ce qu'il y a également des gynécologues qui disent aux femmes non, faites attention. Je vais beaucoup vous étonner, Brigitte. Mais non, qui ne sont pas au courant. C'est dramatique quand même. Il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant. Alors, mais pourquoi ? Attendez, c'est pas qu'ils ne sont pas au courant parce que c'est un peu péjoratif. C'est qu'ils n'ont pas évolué dans leurs esprits. Et ils ne sont pas au courant des dernières statistiques, de tout ce qu'on a vécu, d'expériences qu'on a. Oui, ils vivent sur leurs acquis, en quelque sorte. Autrefois, on faisait des statistiques sur 20 000 personnes. Bon, c'est très bien. Et puis avec le temps, on a fait sur 300 000. Et puis maintenant, on a fait sur des millions, notamment aux États-Unis. Donc vous savez bien comme moi que les statistiques, plus on augmente le nombre de patients interrogés, et plus elles sont justes. Et c'est ce qui s'est passé. Si je peux vous faire un tout petit résumé de ce qui s'est passé dans les 60 dernières années. Oui, on est passé
dans les années 50, on a découvert les hormones, la pilule contraceptive, etc. Et dans les années 60, il y a une grande gynécologue qui avait commencé à dire mais peut-être que les hormones féminines peuvent aider les femmes ménopausées. Elle a donné des traitements, ça a été la révolution. À part que ces traitements étaient, on va dire, 5 fois plus dosés que ce que aujourd'hui on donne. Et pendant des années, ça a été le bonheur, entre guillemets. Et puis, il y a eu une fameuse étude aux États-Unis dans les années 95-2000 où on a dit, attention, on attrape des cancers beaucoup plus souvent, beaucoup plus fréquemment, et on a plus d'accidents vasculaires cérébraux. Ça a été repris par tous les magazines féminins. Ça a été repris par tout le monde, les médias, la presse et le corps médical surtout, si bien que tout le monde a arrêté le traitement. D'accord. Et aujourd'hui, beaucoup de médecins restent sur cette idée. La plupart des médecins restent sur cet esprit-là, et beaucoup de femmes aussi restent sur cet esprit-là, encore, par manque d'information de cette dernière, j'insiste, enquête faite aux États-Unis il y a 2 ans, donc vous voyez que c'est pas très, très vieux, sur un nombre impressionnant de cas, et la conclusion elle est très intéressante, la conclusion. Numéro 1, il y a plus d'avantages que de risques à faire un traitement hormonal à la ménopause. Clair. Donc déjà, c'est un peu la permission de traiter. La deuxième chose, c'est que les Américains nous ont dit mais il faut le faire différemment et il faut le faire à la française. Et nous expliquerons, si vous voulez bien, ce que c'est que le traitement à la française. Parce que c'est des hormones naturelles. Parce que non. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On est un petit peu dans la révolution et un peu dans le chamboulement parce qu'on est en train de changer d'état d'esprit. Alors c'était dangereux, c'est moins dangereux, il faut-il traiter, on va traiter, etc. Mais qu'est-ce qui a changé ? On n'a pas inventé un nouveau médicament révolutionnaire. On a les mêmes traitements, mais simplement on les donne différemment, à des doses minimes et généralement efficaces. Et grâce à ces doses, ces ajustements, en quelque sorte, et évidemment ces surveillances que nous avons aujourd'hui qui sont plus performantes qu'avant au plan médical, on arrive à traiter les femmes et à les rendre heureuses. Et puis n'oublions pas une chose, c'est qu'il y a 150-200 ans, Brigitte, les femmes vivaient jusqu'à 55 ans, donc la ménopause était un petit problème. C'était un tout petit problème. Vous savez comme moi que la moyenne d'âge aujourd'hui est de 86,4, je crois, pour ne pas me tromper. Ça veut dire qu'une femme de 50 ans aujourd'hui a 37 ans à vivre. Et c'est notre devoir, nous médecins, de les traiter pour qu'elles soient belles, entre guillemets, qu'elles soient en forme, en bonne santé, et qu'elles ne vivent pas 37 ans dans une misère médicale. C'est absolument notre devoir, nous médecins, donc aussi d'évoluer. Eh bien, on va répondre à toutes les questions qui nous arrivent sur Sud Radio 0826 300 300. N'hésitez pas à intervenir, quel que soit votre avis d'ailleurs. Vous avez le droit aussi d'être contre ces traitements et de donner vos arguments. On se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. Bonjour, c'est Cécile de Ménibus. Bonjour, c'est Philippe David. On vous donne rendez-vous avec les vraies voix ce soir. Oui, au Salon de l'Automobile de Lyon. Avec nos invités, on va parler de vous, automobilistes, mais aussi de l'avenir de l'industrie automobile. Alors, on se retrouve ce soir sur le stand Mobilion au Salon de l'Automobile de Lyon. C'est parfait, Philippe. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons la ménopause avec Gérard Salama qui est avec nous, gynécologue, obstétricien et auteur de ce livre La ménopause maîtrisée, comment mieux vivre cette transition. Dans ce livre, vous aurez à peu près toutes les informations que vous pouvez espérer avoir sur la ménopause, mais si vous en voulez encore, n'hésitez pas, posez vos questions. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 ou vous pourrez réagir également par SMS. Brigitte 7 20 18. Christine, c'est à vous l'honneur. On vous donne la parole. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Et merci de me prendre au téléphone. Je vous en prie. Alors voilà, moi donc, ça fait 10 ans que j'ai été ménopausée. Et en fait, quand j'ai été ménopausée, moi j'ai pas pris d'hormones parce que ça me faisait peur. Étant donné que mon médecin m'avait dit que j'ai des varices, mais internes, elles ne se voient pas. Donc l'histoire de prendre ces hormones, donc je ne les ai pas prises. Et finalement, je trouve que ma ménopause s'est bien passée. J'ai pas eu beaucoup de bouffées de chaleur. J'ai l'impression que... Donc a priori, vous ne regrettez pas donc? Non, je regrette pas. Non. Je sais pas ce que ça aurait pu m'apporter de plus,
de prendre ces hormones. Bien, écoutez, problème. oui, Brigitte, vous avez tout à fait raison. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des ménopauses. Et si je faisais un petit panel comme ça, rapide, comme une photographie, je dirais que pour les gens qui n'ont pas de traitement hormonal, hein, il y a 10-15% de femmes qui n'ont aucun problème à la ménopause. Et vous en faites partie, donc tant mieux. Oui. Tant mieux, mais Oui, vous oui. avez de la chance. Parce qu'il y en a 50% qui ont des problèmes et qui les vivent souvent très mal. Et il y a encore 20% de plus qui vont épouvantablement mal, et là, ce qui nécessite des traitements, et ces femmes réclament des traitements. Oui. Et puis, voilà, donc chacun sa ménopause. Donc vous avez cette chance-là, tant mieux. Alors, il faudrait quand même vérifier, parce que vous n'avez pas été sous traitement hormonal, tout ce qui est osseux, tout ce qu'on appelle l'ostéoporose, le fameux problème osseux qui est un petit peu inéluctable chez les gens qui n'ont pas pris d'hormones. Et puis voilà, et puis c'est tout. Point final, je veux dire, tant mieux pour vous, mais c'est pas malheureusement le cas de tout le monde. Oui, et puis on peut se poser la question aussi, est-ce que vous avez une sexualité qui va bien ? Ben écoutez, maintenant un petit peu moins ma sexualité parce que j'ai plus très envie de ça. Bon, j'ai 65 ans, peut-être que c'est l'âge qui fait ça. Et comme je suis seule, bon ben, je rencontre des gens, mais je veux dire, j'ai pas l'envie d'avoir une relation. D'accord. Non, parce que ça peut aussi, par rapport à, enfin, quand il n'y a pas de traitement, il peut y avoir une sécheresse vaginale, il peut y avoir des difficultés de cet ordre-là aussi. Bien sûr, la diminution de la sexualité va avec l'absence de traitement hormonal aussi, va un peu avec l'âge, bien sûr. Mais aujourd'hui, Madame, 65 ans, c'est jeune. Permettez-moi de le dire, et il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas ou qu'on n'ait pas de vie sexuelle, à supposer qu'on le veuille. Donc il y a tout ce qu'il faut pour améliorer, même si on ne veut pas de traitement hormonal, il y a des choses qu'on peut améliorer, notamment la sécheresse vaginale et même quelques traitements pour booster un petit peu. Ça fait partie des choses. Le problème des femmes comme vous, c'est qu'elles se sont habituées finalement à cet état et que finalement ça vous convient pas trop mal, voyez, mais on peut toujours faire mieux. D'accord. Et là, il faudrait que j'aille voir un gynécologue ou un autre médecin. Non, vous devez voir un gynécologue qui va s'occuper d'une éventuelle sécheresse vaginale, qui va voir avec vous le problème de la libido, si on peut vous aider, si vous en avez envie, bien sûr, parce que c'est un autre problème, et qui va surtout vérifier l'état de vos os par des examens relativement simples. Ah, entendu. Voilà, parce que aujourd'hui vous êtes jeune à 65 ans, mais vos os seront plus vieux dans 10 ans, c'est une évidence. Et là, vous pourriez avoir ou des tassements vertébraux, c'est-à-dire diminuer votre taille ou avoir des douleurs partout, ce qui est pas toujours drôle. Et même des fractures. Donc c'est très important. Vous savez, nous les gynécologues, on donne beaucoup les traitements hormonaux. Bien sûr pour les symptômes qui sont désagréables, mais avec toujours l'arrière-pensée de traiter l'ostéoporose. Oui, et c'est important parce que, en effet, nos os, on les voit pas, donc on peut pas se rendre compte s'ils sont en perte osseuse. Mais on a des examens pour vérifier et qui doivent être, systématiques tous les 5 ans. Systématique chez tout le monde, mais personne ne le fait. Pas beaucoup de gens le font. J'entends pas beaucoup de femmes qui le font. Non. Et c'est un problème. Et c'est un des handicaps de la ménopause. Faut bien le dire. Si on n'a pas de traitement, c'est l'élément majeur le plus grave. Enfin, pas majeur. C'est l'élément le plus grave. Parce que ça peut donner des fractures. Mais bien sûr. Et les fractures, ça peut être dangereux. Un col du fémur à 80 ans, ou à 75 ans, ça peut être très dangereux. Mais le manque d'envie d'avoir une relation, est-ce que ça vient vraiment du fait de ne plus être ménopausée ou bien c'est... Alors ça, Christine, si vous écoutez un peu l'émission, vous savez qu'il y a un pont important entre la tête et le corps. Hein. Donc, je ne sais pas trop si c'est votre tête, si c'est votre corps. On n'a pas il n'y a aucune enquête, semble-t-il, qui prouve que la femme perd du désir au moment de la ménopause. Ah, d'accord. Si. Enfin, si. Non. Il n'y a pas d'enquête peut-être, mais il y a une constatation. C'est le médecin qui constate. Et moi, je peux vous dire que... Oui, mais on ne sait pas si c'est dû à la ménopause ou au fait que la femme, à ce moment-là, pense que sa ménopause coupe la libido, je veux dire. C'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Oui, bien sûr. Mais on s'est aperçu en sens inverse, soyons pratiques, que les femmes qui étaient sous traitement avaient
quand même moins de sécheresse vaginale, avaient un peu plus de désir. Alors bien sûr, viennent les facteurs psychologiques et la vie de tous les jours. Excusez-moi Gérard Salama, mais j'entends ce que vous dites, mais beaucoup de femmes qui vont prendre un traitement sont des femmes qui n'ont pas envie de renoncer à la sexualité. Donc déjà, il y a une sorte de libido qui fonctionne bien. Moi j'ai remarqué, parce que les femmes, je les entends, celles qui ont une sexualité épanouie avant la ménopause, en règle générale, continuent à avoir une sexualité après et souvent demandent un traitement. Beaucoup de femmes qui ont déjà une sexualité qui va pas très bien pour des tas d'autres raisons et qui n'ont rien à voir avec la médecine, la ménopause arrive, hop, c'est le signe de l'arrêt. Je vous rejoins totalement et je vais même rajouter quelque chose de mon expérience professionnelle, c'est qu'il y a des femmes aussi qui à la ménopause découvrent la sexualité. C'est vrai. Il y a des femmes qui, à la faveur des contingences, c'est-à-dire plus d'enfants, les enfants casés, peut-être pour des raisons professionnelles. Même un divorce parfois. À cause d'un divorce, c'est-à-dire l'arrivée d'un nouveau partenaire, et qui me disent avoir découvert ou redécouvert la sexualité, et qui ont une vie extraordinaire sur ce plan-là. Donc il y a de tout. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a des ménopauses, il y a de tout. Oui, bien sûr. Et c'est bien sûr la tête. La tête et le corps. Voilà, ce que je veux dire encore une fois, c'est que la ménopause n'indique pas de manière médicale l'arrêt du désir. Tout à fait, mais si on peut améliorer au moins l'état des lieux, si vous me permettez l'expression. Je suis d'accord. Non, mais ce que je veux dire, pour répondre à Christine, parce que Christine, en fait, vous ne savez pas pourquoi tout d'un coup vous avez perdu du désir. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que c'est le corps, est-ce que c'est la tête ? Moi, je sais pas. Moi, je peux pas vous répondre. Difficile de répondre aussi. Difficile de répondre. Ouais. Je pense un peu que c'est le corps, parce que moi, le fait d'avoir un peu grossi, j'ai pas grossi énormément. Ça, la ménopause, mince, oui. Ça me. Bon, maintenant, j'en parle facilement parce que c'est bon, quoi. Je suis passée là-dessus, mais ça m'a beaucoup marqué le fait de grossir. Mais bien sûr, ça veut dire le fait de revoir son corps se transformer crée une gêne chez beaucoup de femmes qui les empêche d'avoir envie de rencontrer quelqu'un. Elles ont honte, entre guillemets. Elles ont honte. Donc, alors, je vais encore plus loin. Si on avait fait un traitement hormonal, peut-être qu'il y aurait eu moins de graisse de ventre avec une répartition des graisses différentes à la ménopause, ça c'est clair et ça c'est purement médical. Donc tout se mélange et bien sûr vous avez raison Brigitte, la tête, là on peut pas déterminer pour chacun. Excusez-moi Gérard Salama, mais moi ça m'énerve aussi parce qu'on ne dit jamais aux femmes, c'est qu'à partir d'un certain âge, notre masse musculaire diminue. Et on a déjà une masse musculaire plus faible que les hommes, et donc on est encore plus sujette à grossir à partir de 45-50 ans que les hommes. Et si on ne nous le dit pas, on continue à manger la même chose, et forcément on grossit. Mais évidemment, et c'est pour ça. Mais on n'entend jamais ce discours. Évidemment, ça veut dire qu'il faut, et c'est la faute de personne, hormis des médecins, il faut informer les patientes, il faut préparer la ménopause, et vous savez que lorsqu'on n'a plus d'œstrogène à la ménopause, il y a la répartition des graisses dites gynoïdes, féminines, etc. sont bien localisées, on le sait, sur les cuisses, les hanches, etc. Et que à partir du moment où à partir du moment où il y a plus d'œstrogène, il y a des androgènes, des hormones mâles qui viennent jouer aussi un petit peu leur rôle. Un peu, on appelle ça androïde, comme les hommes, et on a de la graisse qui s'installe sur le ventre, sur la poitrine, etc. Donc cette transformation du corps, c'est ce qui est pire pour les femmes, et qui est indépendante de l'alimentation. Bien souvent, il y a des femmes qui me disent « je mange rien, je fais du régime du matin au soir et je grossis ». Et je leur dis, quand elles ont 50 ans, avant de faire du régime, commencez à régulariser votre système hormonal. C'est par là que ça commence. Et là, ça marchera. Mais sinon, vous ferez tous les régimes de la Terre, ou alors vous allez perdre 5 kilos et reprendre 6 un mois après. Donc Christine, peut-être en effet que ça vaut le coup de vous pencher sur la question et de retrouver peut-être un corps qui vous plaît mieux. Encore une fois, ça c'est important à dire aussi, les hommes ne sont pas à vouloir des femmes super minces. Ce qu'ils veulent, c'est des femmes qui sont sensuelles et qui les admirent et qui ont envie de partager un bon moment avec eux. En tout cas, merci beaucoup Christine. On continue dans un instant avec le Love Conseil. On va parler de l'anxiété. C'est aussi un facteur anti-désir, évidemment. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil.
Alors Gérard Salama, vous êtes médecin, donc je parle sous votre regard. On va parler de l'anxiété. Alors il semblerait que biologiquement l'anxiété est liée au système limbique, c'est-à-dire au niveau du cerveau émotionnel. Par exemple, quand on a peur et qu'on imagine un danger qui n'a pourtant pas eu lieu, c'est l'amygdale qui s'active, mais le néocortex ne peut que créer des hypothèses qu'on va donc inventer, puisque le cerveau limbique a eu peur. Alors l'anxiété, elle fait qu'on a tendance à adhérer à nos scénarios qu'on s'est inventés parce qu'on a une sorte de peur, qu'on ne sait pas très bien pourquoi, etc. Et ces constructions mentales sont provoquées donc par le système limbique qui s'emballe de plus en plus. Plus il s'emballe, plus ça s'emballe. Et donc on est bien dans une sorte d'imaginaire et non de réel. Donc le premier pas pour gérer l'anxiété, ça consisterait donc à se dire: mon cerveau s'emballe, c'est biologique, mais il m'égare avec des hypothèses. Sauf que pour ça, il faut accepter de se mettre dans une situation où on va être anxieux et cohabiter un temps avec son anxiété pour l'apprivoiser. Alors, on sait que quand on est anxieux, on ne peut plus raisonner. Et donc c'est un petit peu compliqué d'arriver à régler le problème de l'anxiété. Et alors ce Love Conseil, évidemment, ne s'adresse pas aux personnes qui sont anxieuses, puisque justement, ça s'emballe, donc elles sont pas aptes à arrêter cet emballement. Mais en revanche, pour les personnes qui sont avec quelqu'un d'anxieux, il faut bien comprendre que ce n'est pas en leur disant mais non, mais t'as pas de raison d'avoir peur, t'as pas de raison. C'est juste plutôt en les sécurisant et en les rassurant qu'on peut aider un partenaire anxieux à être un peu moins anxieux. Tout à fait. Mais, à deux choses près. C'est que l'anxiété a toujours besoin d'un support. Donc, quand quelqu'un a peur de ceci ou de cela, vous lui résolvez son problème et puis l'anxiété se transporte instantanément sur autre chose. C'est-à-dire que l'anxiété est à la base. Ça, on l'a compris. On est bien d'accord. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que l'anxiété est un phénomène... Enfin, le cerveau, est sous influence hormonale. Nous n'avons pas déjà le même cerveau, les femmes et les hommes, au niveau du ressenti, j'entends. Quand on dit les femmes sont plus sensibles, moins sensibles, etc. Mais tout ça, c'est biologique, évidemment. C'est un phénomène hormonal. Et on voit bien d'ailleurs au moment de l'adolescence où il y a cette poussée hormonale, à quel point les jeunes garçons et les jeunes filles sont assez différents. On voit bien lorsque dans le cycle menstruel d'une femme, il y a certaines femmes qui vont très bien pendant tout le cycle et d'autres qui, parce qu'il y a une baisse hormonale en prémenstruel, qui sont, comme vous le savez, irritables, énervées, pas bien, et même parfois dépressives ou au contraire hyper excitées. Donc il y a une influence évidente. Ça, il n'y a même pas besoin de le prouver. Et donc si on revient à la ménopause, c'est pareil aussi, puisqu'on a un manque hormonal, on a une augmentation au niveau du cerveau, bien sûr, de l'irritabilité, des mouvements d'humeur. Ça, c'est le premier signe que vous dites toutes les femmes à la ménopause. Quand je leur demande pas si elles vont bien, je leur demande si on les supporte à la maison. Et c'est très vrai. Elles me disent: ah ben non, ils sont tous fous, ils me supportent pas. Je les supporte plus. Non, c'est le contraire. Parce qu'on devient invivable, on réagit avec force. Pas toutes les femmes, mais certaines. Non, mais bien sûr, pas toutes les femmes. On a dit qu'il y avait plusieurs ménopauses. Mais je veux dire qu'il y a l'irritabilité, donc, est un signe de la ménopause. L'anxiété est un signe de la ménopause aussi, mais aussi de tous les autres moments de la vie. Donc voilà, et ça fait partie donc si on revient à notre sujet d'aujourd'hui, à traiter d'une manière globale, parce que la ménopause, c'est pas la sexualité, vous comme voulez on a dire, dit. C'est un problème global. Oui, ce que vous voulez dire, c'est qu'en effet, si certaines femmes qui nous écoutent, qui sont en préménopause et qui se sentent de plus en plus anxieuses, ça vaut le coup d'aller consulter, parce que peut-être qu'un traitement hormonal va diminuer leur anxiété. Évidemment, je dis évidemment. Pourquoi? À la condition que ce soit cyclique quand même. Quand on est en préménopause, que ce soit cyclique. Elle peut être anxieuse de nature, elle peut avoir des problèmes personnels qui augmentent son anxiété naturellement. Ça, c'est le domaine du psy ou du médecin généraliste. Mais si c'est cyclique, et c'est très fréquent, croyez-moi, entre 45 et 50, c'est évidemment hormonal, mais on n'y pense pas. On n'y pense pas, malheureusement. À la ménopause, si on n'était pas anxieux avant et qu'on devient anxieux, et ce qui est très fréquent, on doit se poser la question du système hormonal. Et puis de toute façon, c'est pas compliqué, on traite et on voit la différence. On traite hormonalement. Moi, j'ai vécu à travers des générations anciennes, je parle de ma mère parce que c'est comme ça, qui a été déprimée pendant des années, des déprimes terribles à la ménopause, et nous savons aujourd'hui que si elle avait eu un traitement hormonal, elle n'aurait pas eu cette déprime chronique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'est pas que chez le psy, on est aussi dans le biologique, et il faut prendre tous les éléments en main. Maintenant,
Alors, moi, je dis toujours que tout ce qui est psy, entre guillemets, doit être chez le médecin en dernière ligne du traitement. On va pas dire d'emblée, tout est psy, alors là c'est trop facile. C'est ridicule. Bien évidemment. Donc on traite les femmes, on les met sous traitement équilibrage hormonal et puis on voit ce qui reste. Et je peux vous dire que dans 75% ou 80% mais bien sûr, parce des cas, on a résolu pas mal de problèmes. Même s'il y a une partie psychologique, le fait d'aller mieux sur le plan hormonal, de toute façon, va réduire aussi cette partie psychologique. Donc de toute façon, on a tout à gagner. Ça va mais en même temps, l'hypersensibilité surtout, ça va réduire. En même temps, Gérard Salama, aujourd'hui, on a quand même toute une population qui est anti-hormones. On voit bien, les jeunes femmes ne veulent plus prendre de pilules. Comme si c'était une sorte de mouvement écologique. Il faut garder sa nature telle qu'elle est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut informer. Ça veut dire qu'il faut informer. Oui, bien sûr. C'est tout. Moi, j'ai travaillé dans les pays de l'Est, dans certains pays de l'Est, en Russie notamment, où le mot hormone veut dire vous allez mourir. Mais quand je dis hormones, ça veut dire contraception orale, traitement de fertilité, syndrome prémenstruel, alors ne parlons même pas de la ménopause. Eh bien, tous ces gens-là sont en train de changer. Et vous savez pourquoi les médecins russes changent? Parce que ce sont les femmes qui viennent taper à la porte en disant « ça suffit ». Elles ont écouté en Europe, elles ont regardé la télévision, elles lisent, et elles disent, maintenant je veux... Et les médecins sont en train de se dire, tiens, c'est pas si mal finalement. Et ils commencent à traiter et à se rendre compte que les gens vont bien, et les gens vont mieux. Donc c'est un phénomène d'information. Et quand je disais tout à l'heure d'information des médecins, ça commence par eux. D'abord le médecin, ensuite les patients. Eh bien, on va continuer à vous informer et à répondre à vos questions, notamment avec Delphine, qui est avec nous. Bonjour Delphine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour docteur. Écoutez, tout ce que vous avez dit, c'est vrai que je l'ai un peu vécu. J'ai l'impression que les médecins, déjà, ils nous informent pas. On nous explique pas assez la ménopause et on nous prépare pas du tout. Mais pas du tout. Et moi, j'ai dû me battre pendant plusieurs années pour avoir un traitement hormonal. Vous êtes battu, c'est-à-dire que vous avez dû aller voir plusieurs médecins avant qu'on accepte de vous en donner un? Tout à fait, ouais. Mon médecin généraliste, non, il n'a jamais voulu. Après, j'ai été voir une médecin... Est-ce qu'un médecin a le droit de refuser un traitement à une patiente qui le réclame? Je pose la question parce que ça me paraît... Oui. Bon. Il a le droit de le refuser et le droit de lui dire, allez voir un autre médecin, madame. Absolument. Mais si je peux répondre je peux vous répondre là? Mais bien sûr. Oui, s'il vous plaît. C'est que en fait, à la décharge des médecins, c'est pas pour les défendre, pas du tout. C'est que on leur a appris que c'était dangereux. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que c'est dangereux. C'est élémentaire. Et aujourd'hui, on leur dit que c'est plus dangereux, mais il y en a qui restent sur leur première impression. Oui, ils nous parlent de cancer du sein, que c'est pas bon, que il y a des risques. Donc moi, mon médecin généraliste n'a jamais voulu. Mais vous Delphine, donc vous étiez informée, donc vous saviez que c'était... oui, mais ça a duré des années, Brigitte, où j'en pouvais plus de ces bouffées de chaleur, moi. La prise de poids, on me dit non, c'est pas la ménopause qui fait prendre du poids. J'ai quand même pris plus de 10 kilos, quoi. Enfin, et puis quand on parle des méfaits de la ménopause, on nous entend pas. Enfin, j'avais l'impression d'être une extraterrestre, quoi. Quand je leur dis, j'ai pris du poids, j'ai mes bouffées de chaleur, je suis vachement irritable, j'ai envie de pleurer quand je regarde une pub à la télé avec des animaux ou des enfants, je suis vite émotive. Puis excusez-moi, je ris Delphine parce que votre, c'est horrible ce que vous nous racontez et ce que vous avez vécu, mais j'ai l'impression qu'il se passe dans la tête d'un médecin quelque chose qui est grave, parce que ça veut dire qu'ils prennent pas en compte le bien-être de la personne. Ils disent attendez, vous avez rien, c'est pas une maladie, donc c'est très souvent un homme en plus. Oui, en plus. Oui. Non, mais c'est important parce que, oui, madame, mais enfin, c'est la nature, enfin, quoi, madame, ça va passer, écoutez. Votre mère, elle a fait comment? Voilà les arguments. Voilà les arguments. Vous auriez rien eu de tout ça si vous aviez eu un traitement, voyons. Bien sûr que, malheureusement, vous l'avez pas eu. Vous l'avez eu, si, au vous final. Là, j'ai enfin rencontré un gynécologue qui lui, il a eu les mêmes propos que vous, quoi. Il m'a dit, mais non, c'est une faute. Il y a longtemps que vous auriez dû avoir un traitement. On peut pas laisser les femmes comme ça. Parce que ne pas dormir la nuit, parce moi j'étais réveillée par mes bouffées de chaleur. J'ai chaud, j'ai froid, on fait pas des nuits correctes, quoi. Non, mais c'est une vie infernale. Ce que je voudrais dire, madame, c'est que ce que je vous dis aujourd'hui et ce que je dis dans mon livre, ça n'est pas mon avis seulement
personnelle, c'est la vie aujourd'hui du corps médical qui n'est pas encore employé par tous les médecins, mais c'est la vie générale dans tous les pays. Ça veut dire qu'on peut prendre ce traitement hormonal sans risque, sans trop de risque. Le risque étant minime, il y a toujours un risque, mais il est minime. On dit toujours l'avantage-risque. Hein. Qu'est-ce qu'est l'avantage et qu'est dans la balance. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Simplement, ça n'est pas encore appliqué. Donc, il va nous falloir encore quelques années pour que tout le monde, que les femmes comme vous aient moins peur, que les médecins comprennent et que tout le monde soit traité. Il nous faut encore quelques années, mais c'est dommage. Voilà, il faut traiter absolument les femmes aujourd'hui. Ce qui est ridicule, c'est que d'abord, là, il y a le bien-être. Et Delphine, je suppose que vous en sentez déjà les bénéfices. Mais, oui. Mais en plus... Et puis de s'informer, on n'est pas informé, on n'est pas préparé. Alors nos mamans, oui, nos grands-mères, je pense que je les plains parce que c'est fait dur à leur époque. Mais c'est dommage qu'on nous informe pas assez, qu'on nous prépare pas. Moi, j'ai des amis qui commencent à être ménopausées. J'ai une amie qui était très très mince. Et là, elle a énormément grossi. Elle le vit très mal. Alors je lui dis après ça va stopper. J'essaie pas de la rassurer. Je lui dis mais tu sais après ton corps c'est bon, tu vas plus grossir. Puis je lui ai dit bon il n'y a pas que du mauvais dans la ménopause. On a une liberté. Oui. Je veux dire ça. On n'a plus de moyens de contraception. Puis je trouve qu'avec le temps on a une liberté aussi d'esprit. Un apaisement. Moi, j'ai une plus belle peau que je n'avais avant. Il y a aussi, c'est une seconde, comme vous dites, Brigitte, c'est un second printemps. Oui, c'est le second printemps. C'est ça qu'il faut changer dans les esprits. Ça n'est pas inéluctable. C'est comme ça et on fait avec. Pas du tout. On a tous les éléments aujourd'hui pour améliorer les femmes. Il faut le faire. Et je répète, c'est pas un avis personnel. C'est un avis. Aux États-Unis, par exemple, aujourd'hui, il y a une campagne énorme, alors qu'avant ils étaient contre le traitement hormonal. Une campagne énorme avec en plus des femmes connues comme la Madame Obama, comme des actrices de cinéma et de théâtre, etc., qui font des mouvements pour inciter les femmes à faire un traitement hormonal. En plus bien sûr du contexte médical et des médecins. Donc, alors, nous, on est toujours un petit peu en retard, ça va arriver un jour, j'espère, et vite en France, pour qu'on puisse dire, et j'essaie de moi d'être un peu le porte-parole, il faut traiter aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est pas si dangereux qu'on a bien voulu le mettre dans vos têtes. Et donc, au bout de combien de temps vous avez réussi à avoir votre traitement, Delphine ? Écoutez, au bout de 6 ans. Ah oui, quand même. Ouais. C'est tard. C'est tard, mais c'est bien. C'est tard, mais c'est bien. Mais mieux que rien. Ça a été un combat, parce que j'ai vu des gynécos, j'ai vu un médecin généraliste, mon médecin généraliste qui a jamais voulu, une gynéco qui m'a envoyé voir une autre gynéco, alors faire une mammographie, on allait voir après, j'ai dit voilà, et j'en ai trouvé un qui m'a dit mais c'est pas possible qu'on vous ait laissé comme ça, quoi. Enfin, en plus, c'est qu'un gel, parce que j'ai plus d'utérus, donc il m'a dit non, c'est qu'un gel, j'ai pas plein de choses à prendre, quoi. Il dit on peut plus laisser les femmes comme ça souffrir de ces désagréments, quoi. Donc il m'a dit mais non. C'est intéressant ce que vous dites, parce que les femmes qui n'ont pas d'utérus, on ne leur donne que de l'œstrogène sans progestérone. Et en donnant, c'est comme ça, et en donnant que de l'œstrogène, paradoxalement, quand elles n'ont pas d'utérus, je répète, le risque, même celui qu'on supposait avant, était diminué par 3. Donc vous auriez mérité plus que n'importe qui d'avoir un traitement. Eh oui. Mais j'ai pas lâché, parce que j'en pouvais plus. Vous avez bien fait, et bravo, parce que franchement, et merci de votre témoignage, parce que ça confirme bien ce que nous dit Gérard Salama, c'est qu'en effet, beaucoup de femmes ont dû aller voir leur médecin, et qui leur a dit non, pas de traitement, etc., et qui donc sont peut-être encore avec leur bouffée de chaleur, avec des soucis. 94% de femmes qui ne sont pas traitées en France. Ça fait un certain nombre, quand on sait aujourd'hui le nombre de femmes qui ont plus de 50 ans. 10 millions. Ouais. Voilà. Bon, on continue à en parler avec vous. Vous pouvez réagir au 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ? 0826 300 300. Cette semaine, réveillez-vous avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Eh bien, avant d'accueillir Salomé qui va également poser des questions à Gérard Salama, je vous précise que demain, on sera avec Vincent Hupertan qui est urologue et sexologue et on essayera de voir quel est le bon tempo pour la sexualité d'un couple. Et puis Gérard Salama, nous continuons à évoquer la ménopause, hein, c'est le titre de votre livre, La ménopause maîtrisée, c'est aux éditions Humaine Science. Comment mieux vivre cette transition? J'aime bien le mot de transition parce que c'est vrai que c'est quand même une transition, la ménopause, pour beaucoup de femmes. C'est une transition et c'est un grand chamboulement en même temps. Il faut pas la sous-estimer, mais en même temps, c'est parce qu'on va en parler, c'est parce qu'on va l'accepter, qu'on va la vivre bien et qu'on va vivre son second printemps. Salomé, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour docteur Salama. Moi, je voulais témoigner du bien-être, du bonheur que de vivre cette période qui, pour moi, n'a pas été vraiment une transition. Ça s'est fait tout seul. Et donc, l'arrêt des règles, c'est merveilleux. On n'a plus à se préoccuper quand on part en vacances, les habits, la mer, si on tâche des habits, voilà. Tous ces soucis, c'est terminé. Alors, vous faites partie, en effet, de cette minorité de femmes qui apprécient justement la ménopause, déjà parce qu'il y a l'arrêt des règles, une sorte comme ça de libération. Hein. Oui, bien. On est plus libre de ce point de vue. Et puis, j'ai enfin compris pourquoi on disait que c'était le second printemps. Enfin, de mon point de vue, c'est parce que on s'appartient vraiment. On n'a plus besoin, personnellement, j'ai pas de désir sexuel. On n'est plus obligé. Je suis célibataire et je veux le rester, malgré des multiples demandes et sollicitations. Mais voilà, on n'est plus obligé de faire l'amour quand on n'a pas envie de faire l'amour. Mais ça, normalement, aujourd'hui, à notre époque, aucune femme ne devrait se sentir obligée de faire l'amour. Hein. Je rappelle quand même que c'est fini le devoir conjugal. Voilà, on s'appartient pas. On le doit, même si on n'a pas envie, on le fait pour faire plaisir. Après l'appétit vient en mangeant. Et je pense que ça fait partie de la vie, c'est-à-dire qu'on a des désirs et des envies à l'adolescence, à la trentaine, quarantaine, et puis ça redescend comme ça. Après, certaines personnes, comme vous avez dit, docteur, il y a plusieurs ménopauses, mais ce qu'il y a de bien, c'est que on vit pour soi, quand on est célibataire, bien sûr, et on n'a plus ces contraintes, Mais j'ai l'impression, quand je vous écoute, Salomé, qu'il y a quand même l'idée qu'une fois que la ménopause est arrivée, on peut dire stop à tout ce qui est de l'ordre de la sexualité, du plaisir. Il y a quelque chose, il y a une sorte de... Mais disons que ça s'est accompagné du fait d'être célibataire et de me rendre compte que finalement je n'avais pas de désir. Je dirais, pour faire une rime, je crois, ma libido est au point zéro. Voilà. Et donc, je n'en souffre pas, comme disait le docteur. Il faut avoir, si vous avez le désir de faire l'amour et que vous avez des problèmes, donc vous pouvez prendre des hormones. Mais quand vous êtes heureux comme ça, voilà, c'est ça. Alors, justement, c'est intéressant parce que vous avez l'air d'aller très très bien. Visiblement, vous n'êtes pas sous traitement. Non. Quel serait pour Salomé, Gérard Salama, l'avantage de prendre un traitement? Aucun. Voilà. Aucun. Vous voyez, donc vous avez un médecin qui vous dit tout va bien, Salomé. Évidemment, puisque tout va bien, c'est pas la peine. À part une surveillance classique, bien sûr, chez le médecin, mammographie, etc., et les os dont on a parlé. Mais ça, c'est de la médecine traditionnelle, j'ai envie de dire. Mais si vous êtes très bien, il n'y a aucune raison, il n'y a pas systématiquement de traitement, certainement pas. Et pour revenir à ce que disait Christine avant, elle n'a pas de désir, mais elle n'a pas se forcer. Pourquoi il faudra absolument avoir des désirs? En plus, je n'y pense même plus, je veux dire... oui, mais Salomé, je suis pas sûre, Christine, c'était l'auditrice, la première qu'on a eue, je suis pas sûre que Christine le vive très très bien. D'ailleurs, elle en a parlé, elle a dit qu'elle n'aimait plus son corps, qu'il avait pris du poids, il y avait de la souffrance quand même. Il y a deux types de patientes, il y a celle comme vous, madame, et qui en fait vit très bien son absence de sexualité, sa ménopause, et tant mieux, c'est l'essentiel. Et puis celle qui voudrait avoir au contraire une sexualité, mais qui n'y arrive pas. C'est deux choses complètement différentes. Et pourquoi faire? Non, mais ça c'est votre point de vue. C'est votre point de vue, oui.
Non, alors vous savez, attendez, vous savez que Salomé, je suis pour la liberté de chacun et je suis contre le prosélytisme de ceux qui ont une conviction qui ne regarde que. Vous avez le droit de penser que ça sert à rien, la sexualité, mais Christine a le droit de souffrir un peu de son manque de désir. Moi, j'entends beaucoup de patientes qui me disent « mais je comprends pas, j'aime mon mari, j'aime mon partenaire, je suis très heureuse, mais je n'ai pas envie et je n'arrive pas ». Et elles le viennent en posant le problème, ce qui n'est pas le cas de Salomé. En posant le problème, ça veut dire « aidez-moi ». Donc voilà, il y a toutes sortes de patientes et toutes sortes de demandes. Et le rôle du médecin est bien sûr d'aider. Des choses qui arrivent. Ensuite, on a le désir de faire d'autres choses, de vivre. On a le désir de vivre. Mais si ça les fait souffrir, d'accord, ça les fait souffrir de pas rendre heureux leur mari. Donc, vous voyez... non, mais là, vous interprétez ça. Oui. Mais... Je sais, mais excusez, oui, c'est mon interprétation. Alors, de quoi elle souffre? Voilà, de quoi elle souffre. Mais Salomé, dans un couple, je crois qu'il y a 2 personnes. Ça veut dire qu'en face, il y a un mari qui est demandeur. Voilà, c'est ça, de ne pas satisfaire le besoin de son mari. Si elle doit se forcer, c'est un autre problème. Mais si elle a envie de faire plaisir à son mari, mais qu'elle n'y arrive pas, c'est un problème médical. Ah, bon. Eh ben, moi, je suis pas forcément d'accord, mais chacun est différent. C'est médical, elle a pas envie, je veux pas me forcer. Non, elle a envie, elle aurait envie d'avoir envie. C'est déjà pas la même chose. Ouais. Mais peut-être c'est l'âge qui fait que parfois, pas tout le monde, mais non, mais vous savez, Salomé, il y a quelque chose qu'il faut quand même entendre parce que c'est une vraie problématique féminine. Il y a beaucoup de femmes qui ont des douleurs lors du rapport. Alors c'est pas forcément dû à la ménopause d'ailleurs, parce que c'est parfois bien avant, et qui se forcent parce qu'elles ont envie de faire plaisir. Et c'est vrai que c'est un sujet pour moi qui n'est pas assez pris en compte, notamment par les gynécos. Je dis pas par vous, Gérard Salama. Non, mais vous avez raison d'en parler, mais je veux dire que là, quand même, on peut apporter des solutions. Alors, on va pas parler des femmes qui ont toujours eu des rapports douloureux depuis toujours, des endométrioses ou autre chose. On va parler, si vous voulez permettez, des femmes qui allaient très bien et qui un beau jour viennent vous dire je peux plus parce que ça fait trop mal, parce que c'est serré, parce que ça saigne, parce que... Alors, si on transfère le plaisir en douleur, on préfère regarder la télévision. Et c'est normal. Mais le rôle du médecin, encore une fois, et nous avons les moyens. Mais c'est pour ça nous avons les moyens à la fois hormonaux et à la fois non hormonaux, parce qu'il faut respecter aussi les femmes qui veulent pas de traitement hormonal. Il faut absolument les respecter. Et on a tous tous les arguments et on a tous les traitements. Et moi, ça me rend un petit peu, ça me rend fou parce qu'on doit les aider et on peut les aider. Et souvent, on leur dit, c'est comme ça. Ou alors, pire, elles ne vont même pas chez le médecin. On considère que c'est une chose naturelle et que c'est comme ça. Voilà. Alors qu'il y a tout ce qu'il faut. Le vagin est un organe qui peut s'atrophier, qui peut avoir une sécheresse importante, mais qui régénère facilement. Et c'est extraordinaire. Donc si on fait un bon traitement adapté, je vous assure qu'on y arrive. Et puis il n'y a pas que l'absence d'envie dans ces cas-là. C'est qu'il y a des lésions au niveau de la vulve. Il y a des lésions de prurite, de grattage, de douleur. Et c'est un phénomène important, difficile à vivre, même en l'absence de rapport. Le vagin avait besoin de se reposer. Si le vagin, si on écoutait son corps qui n'a pas le désir, il y a de ça aussi le corps. Oui, mais Salomé, quand c'est une décision qui est tout à fait assumée et comme la vôtre, moi j'ai aucun problème. Je suis pas en train de vous dire vous avez tort, vous devriez retrouver un amant, aller sur un site de rencontre, ne perdez pas de temps. Non, vous n'avez pas envie, vous n'avez plus envie. Et vous vivez très bien et votre vie a l'air d'être tout à fait satisfaisante, on n'a rien à dire. Mais il y a quand même beaucoup de femmes qui renoncent, et rien que le terme renoncer veut bien dire ce qu'il veut dire. Vous voyez, vous n'avez pas renoncé, vous avez choisi d'arrêter. En fait, ça s'est fait tout seul. J'ai pas, je veux dire, voilà, après une période où je n'avais personne, je me suis rendu compte, mais j'ai pas envie d'avoir une autre personne, parce qu'évidemment, il faut une autre personne pour faire l'amour. Et on peut faire toute seule, hein. Oui, mais je n'ai même pas ce désir-là. Donc,
Voilà, alors est-ce que, comme vous dites, la tête et le corps, donc si le corps des femmes leur dit il n'y a plus de désir, il faut écouter son corps, mais sa tête voudrait. Bon, alors vous êtes là, docteur, pour aider, mais si on écoutait son corps qui n'a pas de désir, je vois pas pourquoi le forcer, c'est mon point de vue, vous voyez. On est depuis tout à l'heure, Brigitte et moi, en train de vous dire que vous avez raison. Parce que dans votre cas particulier, vous avez raison. Et le principal dans cette vie, c'est d'être en accord avec soi-même. Et c'est le cas pour vous. Mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est juste ce qu'on dit. On ne veut juste pas que votre témoignage soit du prosélytisme pour que toutes les femmes, parce que à un moment donné c'est plus compliqué, elles arrêtent. Voilà. J'ai plus de femmes qui sont demandeurs chez moi en consultation que le cas de Salomé. Salomé, elle a aucune raison de venir vous voir. Hein. Elle a aucune raison et elle est bien et heureuse comme ça. Donc on se félicite tous. Et voilà, et tant mieux. Mais on s'inquiète pour les autres. On s'inquiète et on continuera à répondre aux autres après les infos. Merci beaucoup Salomé, on se retrouve tout de suite après les infos. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à Sud Radio de pouvoir m'exprimer et pour la qualité de vos informations. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on va continuer à évoquer la ménopause avec... c'est un homme, tiens, dans un instant, qui va témoigner. C'est bien que les hommes participent aussi, oui, c'est très Gérard important. Salama. Même si, évidemment, ils ne sont pas concernés. Alors, je sais qu'aujourd'hui... Si. Ils n'ont pas de ménopause. Non, ils n'ont pas de ménopause. Mais ils sont concernés par la difficulté, la diminution de la sexualité et de leur potentiel. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est rigolo parce que on entend quand même beaucoup de femmes aujourd'hui qui trouvent que c'est injuste que ce soit les femmes qui aient les règles, que ce soit les femmes qui aient la ménopause, etc. Et alors ça me fait toujours rire parce que je prends toujours cette réponse que c'est Dieu qui est injuste. Hein. Oui, c'est à lui qu'il faut poser la question. C'est pas les médecins. Hein. Oui. Enfin, elles ont cette merveilleuse possibilité de faire des enfants quand même. C'est le revers de la médaille. C'est vrai qu'il y a des hommes qui regrettent beaucoup de ne pas pouvoir faire des enfants. Alors Gérard Salama, vous êtes l'auteur de ce livre La ménopause maîtrisée aux éditions Humaine Science. Vous avez eu envie de sortir cet ouvrage pour bien montrer qu'aujourd'hui il y a énormément de possibilités pour dépasser tous les troubles de la ménopause dont vous parlez évidemment dans ce livre. Vous aviez envie aussi d'évoquer ces nouveaux traitements qui depuis pas mal d'années d'ailleurs ne cessent d'évoluer. Tout à fait. Alors d'abord, ce ne sont pas des nouveaux traitements, figurez-vous, c'est la façon de les administrer. Je m'explique. Ça veut dire que il manque des œstrogènes et de la progestérone, parce que les ovaires n'en fabriquent plus, on donne de la progestérone et de l'estrogène. Bon, jusque-là, c'est simple. Et jusque-là, ce qui a changé, c'est la dangerosité, qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc je rassure encore, et je répète que ce n'est pas mon avis personnel, c'est l'avis de tous les médecins, même à l'étranger, qu'aujourd'hui, on peut, et on a un risque minime, pour ne pas dire quasiment zéro, de cancer ou d'accidents vasculaires cérébraux. Donc il faut traiter pour vivre bien et vivre mieux. Voilà bon. Alors qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté ? C'est ce que les Américains, donc je disais tout à l'heure, appellent le traitement à la française. Numéro 1, les œstrogènes, parce que c'est ça qui règle tous les problèmes. C'est pas la progestérone, c'est l'estrogène. Et on le donne d'abord par voie percutanée, c'est-à-dire sous forme de crème ou de patch. Aux États-Unis, ils mettent des patchs parce qu'ils aiment bien coller un truc sur les fesses. Les Françaises n'aiment pas trop. Alors on leur donne des crèmes, on s'en fout, c'est le même traitement. Donc on donne les estrogènes par la peau. Ça veut dire que ça passe pas par le foie. Ça veut dire que ça donne moins de risques hépatiques et circulatoires. Et ça veut dire aussi que ça a une efficacité quasiment immédiate. Donc voilà le traitement. La deuxième chose, et c'est ce que moi, par contre, je fais depuis des années, c'est que pour donner des chiffres comme ça, et pas trop compliqué, au lieu de donner une dose 3, forte, on donne une dose 1, et on s'aperçoit qu'avec un tiers de dose, c'est pas si mal, et qu'on a déjà traité au moins 40 ou 50% des femmes. Donc donnons-leur déjà une dose plus faible, et si ça suffit pas, il sera toujours temps de l'augmenter progressivement, surtout quand c'est, encore une fois, par la peau. Deuxièmement, sous surveillance évidemment médicale, c'est-à-dire les mammographies, les frottis, etc., l'ostéodorsimétrie pour les os. Bien évidemment, en l'absence de contre-indication, on n'a pas évoqué, mais il y a des femmes qui n'ont pas le droit au traitement hormonal, qui ont des cancers du sein, ou cancer de l'ovaire, de l'utérus, qui n'ont pas de droit au traitement hormonal. Moyennant quoi,
on peut aujourd'hui traiter 80% des femmes. Donc c'est au lieu de 6%. Donc il faut qu'on se réveille. Réveillez-vous, mesdames, mais réveillez-vous aussi les médecins. Réveillez-vous. Olivier, merci de prendre la parole. On vous écoute. Allez-y. Bonjour, Brigitte. Oui, on vous écoute. Allez-y. Vous voulez parler d'une femme avec qui vous étiez marié, c'est ça, de votre épouse? Absolument. Alors, la ménopause, c'est dû à son âge, c'est dû à une maladie. Elle a eu un cancer des ovaires, donc ce qui fait qu'ils ont tout enlevé les ovaires. Est-ce que vous pourriez couper le haut-parleur parce qu'on ne vous entend pas très bien? On a l'impression que vous êtes dans un grand hall. Ça y est? Je suis à l'extérieur et j'ai pas de haut-parleur. Vous êtes à l'extérieur, ça doit être ça qui donne cette impression d'écho. Dans un petit village. Oui. Et j'ai pas de haut-parleur. Là, vous m'entendez mieux ou pas? C'est beaucoup mieux, oui. Bon, voilà. Néanmoins, c'est beaucoup mieux. Allez-y, on vous... Suite à une maladie, donc ils lui ont enlevé les ovaires, ce qui fait qu'elle a eu la ménopause plus tôt que prévu. Mm-hmm. Donc, ce qui fait qu'avant, c'était pas jojo au niveau sexualité. Mais après, c'était pire. Il y a plus de sexualité. Ou très, 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 très occasionnellement. Ce qui m'a amené aussi en même temps d'éteindre un peu mon désir. Oui, bien sûr, à force d'être repoussé. Voilà, donc il n'y avait pas d'envie de sa part. Alors donc, ce qui fait que vous n'avez pas envie non plus. Donc au bout d'un moment, vous décidez de changer de vie parce que c'est pas la vie en couple, c'est pas ça quoi. Normalement, quand vous avez il y a plus de règles. Normalement, c'est un peu plus souvent. Oui, ça c'est vous qui le dites. Il y a pas. Si je peux me permettre, il n'y a pas de règles. Même quand il n'y a plus les règles. Voilà, quand il n'y a plus les règles, normalement, ça doit être un peu plus sympa. Mais bon, non, croyez pas ça non plus. Mais bon, toujours est-il que, encore une fois, là, vous nous donnez votre explication. C'est elle qui devrait témoigner. Et si ça se trouve, elle dirait tout à fait autre chose. Peut-être qu'elle avait déjà des problèmes avec sa sexualité ou avec vous, j'en sais rien. Et que cette opération, qui est quand même une opération importante pour une femme, parce que c'est toujours très symbolique. Cette opération l'a simplement mis, c'est une évidence que je dis là, en état de ménopause, puisqu'on a enlevé les ovaires. Donc on revient un petit peu à la case départ, peut-être quelques années avant. Elle était plus jeune quand on lui a enlevé ses ovaires? Non, une quarantaine d'années, entre 40 et 47. Oui, donc plus jeune que la ménopause, l'âge de la ménopause, c'est ce que je voulais bien dire. Ça veut dire 10 ans avant. Oui. Donc ces femmes-là, au contraire, plus que les autres, si ça n'ait pas été un cancer de l'ovaire, on ne veut pas rentrer dans le détail, mais si ça n'était pas un cancer de l'ovaire, il fallait impérativement, et plus que les autres, la traiter entre 40 et 50 déjà. Et je pense qu'on aurait eu moins de problèmes. Après, il y a le psychologique qui vient derrière. Oui, franchement, Olivier, on ne sait pas, dans ce que vous nous dites, quelle était la raison de ce manque de désir. Les femmes à qui on enlève les ovaires, ou en tout cas qui sont sans hormones avant l'âge de la ménopause, celles-là ont besoin plus que n'importe quelle femme, ont besoin du traitement hormonal précoce. Encore plus que les autres. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais il n'y avait pas de traitement hormonal non plus. Non, mais on a bien compris. Mais en même temps, je vous dis encore une fois, si on lui enlève les ovaires, c'est pas anodin non plus. Non, il y a un choc psychologique d'abord, il y a une castration. C'est vécu souvent comme une castration, pour d'autres comme une libération, mais pour beaucoup comme une castration. Mais il y a quand même une castration hormonale qu'il faut compenser, surtout quand on est jeune à 40 ans. Et peut-être, je dis bien peut-être, que sa sexualité aurait été améliorée. Je dis bien peut-être. En tout cas, ça l'aurait pas empiré, le traitement. Ça m'aurait arrangé. Oui, enfin, c'est pas. Il faut pas croire non plus, Olivier, que c'est une potion magique, le traitement sur la sexualité des femmes. Oui, mais même des gens. Pour l'instant, je sais pas ce qu'en pense Gérard Salama, mais pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé le médicament miracle qui redonnerait du désir à toutes les femmes. Non, on n'a pas trouvé. Et on n'est pas prêt de le trouver, à mon avis. On n'a pas trouvé, mais on peut essayer. On peut continuer à essayer, oui, on peut au moins chercher. Mais on cherche pas d'ailleurs. Chercher, à traiter d'abord. Mais là je parlais de la pilule qui donnerait le désir. Oui, bien sûr. Mais je veux dire que c'est après tout ça, quand on a fait tous les traitements hormonaux, on a fait tout ce qu'on a pu pour améliorer. Si effectivement il y a encore une absence de désir, là on est dans un autre domaine. Et effectivement la pilule n'existe pas, la pilule miracle. Non, ça c'est. Commençons par le commencement. Mais enfin la manière dont vous parlez de cette femme, Olivier, je pense pas non plus que vous étiez la pilule miracle. Excusez-moi. Non. Non, vous avez quand même été un peu,
comment dirais-je, pas trop à l'écoute visiblement de cette femme, parce que vous savez pas très bien qu'est-ce qui fait qu'elle... Alors, pour être à l'écoute de quelqu'un, il faut que la personne parle. Ah oui. Peut-être aussi que je suis pas bon non plus communicant. Hein, j'en sais rien, mais il y avait quand même, peut-être qu'il y avait des solutions à trouver pour comprendre qu'est-ce qui fait elle n'avait plus de désir. Mais bon, après, je veux pas vous accuser parce qu'on ne sait absolument pas ce qui s'est passé, donc ce serait ridicule de ma part de vous accuser. D'accord. Bon. Mais en tout cas, votre témoignage montre bien que c'est aussi un vrai problème de couple. Quand une femme n'a plus de désir, c'est un vrai problème de couple, et c'est aussi... Absolument. Et c'est donc d'autant plus important de traiter les femmes. Et je suppose que c'est pour ça que vous vouliez témoigner. Tout à fait. Eh ben, vous avez eu bien raison, parce qu'il y a plein d'hommes peut-être qui sont dans votre cas actuellement. Merci Olivier, on fait une petite pause et on se retrouve pour notre nouvelle rubrique, c'est maintenant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. Bonjour, c'est Cécile de Ménibus. Bonjour, c'est Philippe David. On vous donne rendez-vous avec les vraies voix ce soir. Oui, au Salon de l'Automobile de Lyon. Avec nos invités, on va parler de vous, automobilistes, mais aussi de l'avenir de l'industrie automobile. Alors, on se retrouve ce soir sur le stand Mobilion au Salon de l'Automobile de Lyon. C'est parfait, Philippe. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on se retrouve toujours avec Gérard Salama et notre nouvelle chronique, c'est maintenant. Vous le savez, à ce moment particulier de l'antenne, vous pouvez venir dire ce que vous n'avez peut-être jamais dit, par peur, par pudeur, ou bien si vous avez envie de partager une phrase qui a été une sorte de révélation pour vous, un mot qui a changé votre vie, vous pouvez également participer à C'est maintenant. Et on retrouve donc Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Salama. Merci Sylvie de participer à ce moment qui est toujours très émouvant pour moi. C'est un grand plaisir. Donc vous avez une phrase qui vous reste un peu en travers. Vous étiez mariée donc à l'époque ? Alors j'étais pas mariée, mais je vivais depuis 28 ans avec le papa de mes enfants. Voilà, de mes 2 filles. Enfin, c'est tout comme quand c'est on tout est. Comme, oui. Tout à fait, oui. tout à fait, c'est tout comme. Un jour, il est arrivé à la maison et puis il m'a avoué qu'il avait une autre femme dans sa vie. Mais la phrase qui m'est restée en travers de la gorge depuis 20 ans, ça fait 20 ans maintenant, et je n'ai toujours pas digéré, c'est « j'ai trouvé la femme de ma vie ». Il vous a dit ça comme ça. C'est terrible. J'ai trouvé la femme de ma vie. Et moi, je me suis liquéfiée. Sincèrement, je crois que j'ai perdu tout repère, tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais depuis 28 ans, moi, avec lui? J'ai fait 2 enfants, je suis là. J'ai toujours été là, et aujourd'hui, il s'en va pour la femme de sa vie. Et j'ai je ne l'ai jamais oublié, cette phrase. De toute façon, elle est toujours là, j'en fais des cauchemars encore maintenant. Oui, mais vous savez, Sylvie, c'est un traumatisme. C'est-à-dire que vous vous attendiez pas à quoi que ce soit, vous aviez même pas l'idée qu'il avait une maîtresse. Si, je m'attendais depuis longtemps, je voyais plein de choses, mais comme il me faisait passer pour folle en permanence et que je rêvais, que j'étais idiote et que ci et que ça, moi j'avais pas fini par le croire parce qu'au fond de moi je savais que j'avais raison, mais j'avais aucune preuve, jamais. D'accord, mais dans ce que vous dites, on entend quand même que cet homme était un peu manipulateur, toxique, il était un peu, oui, enfin je pense que oui, je pense vraiment qu'il était toxique. Ouais. Parce qu'on peut quitter quelqu'un, on peut ne plus l'aimer, mais pourquoi avoir besoin de dire des choses qui enfoncent comme ça? Parce que justement, on est toxique, c'est-à-dire que dans ce que vous dites, de toute façon c'était un trauma, cette phrase, parce que c'est quelque chose qui tout d'un coup vous est envoyé, c'est comme un coup de poignard, au sens psychique du terme. Oui. Mais dans ce que vous dites par rapport à le comportement de cet homme dans votre vie à tous les deux, c'est quand même quelqu'un d'un peu pervers. Et vous dire ça, c'est vraiment pour vous poignarder volontairement. C'est-à-dire qu'il a dû avoir une certaine jouissance à vous dire ça.
Et il y a eu beaucoup d'actes, de paroles dans ce sens-là. Et chaque fois, moi, mais quand j'en parlais autour de moi, etc., c'était moi qui étais trop sensible, trop ci, trop ça. J'avais un homme merveilleux. Comme on entend tout le temps, j'ai le même schéma. Il est merveilleux avec tout le monde, et puis à la maison, c'était horrible, quoi. Parce que moi, je suis sortie de là, j'ai failli en mourir, quoi. J'ai failli en mourir. Moi, je vous conseille, merci déjà de la dire, cette phrase à l'antenne, parce que je suppose que c'est une phrase que ça va vous faire du bien de l'échanger avec nous. Et on est tous compatissants, parce que je crois que c'est la pire des choses qui peut arriver quand on est encore bien avec quelqu'un et que tout d'un coup, il est en train de nous dire j'ai trouvé la femme de ma vie, alors qu'on vous pouviez espérer être la femme de sa vie. Moi, je vous conseille quand même d'aller peut-être faire une séance ou deux de MDR qui marche bien sur des traumas comme ça, pour que cette phrase ne reste pas en boucle, si je puis dire, dans une part de votre psychisme. Si vous voulez, j'ai essayé, j'ai fait quelques séances de MDR, mais moi, ça n'a rien changé. Non. Et le problème, c'est cette phrase, c'est les cauchemars qui suivent en permanence depuis 20 ans. J'y pense plus dans la journée, mais ça revient en permanence. Les cauchemars prouvent bien que ça n'a pas disparu. Les cauchemars, ils sont normalement un cauchemar, ça sert à ça sert à évacuer quelque chose qui est traumatique. Nos rêves, ils sont là pour évacuer le surplus de tout ce qu'on n'a pas pu digérer psychiquement dans notre état conscient. Hein. Donc c'est pas dans l'absolu, je dirais même, c'est pas grave que vous fassiez encore des cauchemars, parce que vos cauchemars, quelque part, ils permettent d'évacuer un peu la nuit quelque chose. Mais ça montre bien que c'est pas évacué. 20 ans, c'est long, hein. C'est long. C'est terriblement long. Vous avez pu être en colère contre lui et contre cette phrase? Oh là là, mon Dieu, mais si j'étais en colère, bien sûr que j'étais en colère. C'est plus que ça. Non mais c'est pas grave d'avoir envie de tuer quelqu'un. Ce qui est grave, c'est le passage à l'acte. Non, je ne suis pas passée à l'acte. J'entends bien. Non, mais c'est important ce que je dis, parce que peut-être que vous n'avez pas suffisamment su non plus exprimer votre colère, par peur justement de cette colère. Et la colère, elle sert aussi, à un moment donné, à dépasser une épreuve. Je ne sais pas si c'est j'étais tellement anéantie, peut-être que ça a pris le dessus, je ne sais pas. J'entends bien. Peut-être ça. Vous avez certainement été totalement subjugué, et puis vous avez perdu tout ce qui fait que vous teniez parce que vous étiez avec cet homme et que vous étiez en couple. Vous savez, c'est un peu comme quand on apprend la mort de son conjoint ou de sa conjointe d'un accident de voiture. Sur le moment, on est totalement traumatisé. Vous voyez, et il faut un temps pour se redresser. Et visiblement, vous n'avez pas pu vous redresser. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est l'image que je prends. Et c'est en ça qu'il faut que vous arriviez à évacuer. Parce que quelque part, cette phrase qu'il vous a dite, ça lui appartient, ça vous appartient pas. Vous voyez Oui, mais je vois tout à fait. Mais comment dire, ça a été tellement. Ce qui m'a fait très plaisir, c'est que la femme de sa vie, elle a duré 1 an et demi. Donc. Ça, j'ai eu une jouissance pas possible quand j'ai appris qu'il n'était plus avec elle. Parce que je me suis dit, finalement, il s'est bien gouré, quoi. Et puis tout ce mal qu'il a fait autour. Oui, mais ça vous a fait du bien sur le moment, mais visiblement, ça n'a pas suffi. Mais peut-être encore une fois, et je reviens toujours là-dessus, si cette phrase reste aussi ancrée en vous, c'est parce qu'elle fait écho aussi à quelque chose qui remonte à votre enfance. Oui, mais je sais tout ça, je le sais, je l'ai tellement travaillé, tellement... Oui, mais... J'ai tellement été bafouée, tellement diminuée tout le temps, tellement... tellement... Donc, vous avez dit j'étais rien, donc ça c'est bien, parce que ça veut dire que vous ne le pensez plus. Je ne pense plus, non. Non, mais Sylvie, il faut vous aider avec peut-être... Moi j'aime bien aussi tout ce qui est de l'ordre du yoga, des sortes de choses un peu comme ça qui vont vers par exemple, on parlait du chaman mardi, tout ce qui nous permet de nous réapproprier dans notre corps. Allez-y, Gérard Salomon, vous avez... L'hypnose, oui, bien sûr, l'hypnose aussi.
excellente thérapeutique dans ce genre de choses, dans les traumas. Pour sortir tout ça. Vous voyez, mais vous retrouvez. Oui, j'y ai pensé, oui. Mais le problème, c'est que ça aussi, j'ai fait. Mais c'est pas, ça n'a rien changé. Mais je sais pas si ça a été bien fait. Je me suis pas, j'ai pas trouvé de différence, quoi. J'ai pas. Mais en tout cas, trouver les bonnes personnes, peut-être. Et puis c'était peut-être pas le moment. Vous savez, parfois, j'aime bien cette phrase. Quand l'élève est prêt, le maître arrive. Oui. Et quand vous serez prête à oublier cette phrase, et peut-être que le fait de nous en avoir parlé va provoquer un déclic, eh bien on trouve la bonne personne qui nous aidera à nous redresser. Oui. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Mais encore une fois, cette phrase, c'est lui. C'est à lui qu'elle appartient, c'est pas à vous. Oui. Mais j'ai déjà réussi à évacuer tout ça dans la journée. J'y pense plus jamais, ça n'empêche plus de faire de tout ce que je fais maintenant, mais ça arrive la nuit, comme ça, boum. Et quand je me réveille le matin, je suis très mal, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut. Et puis moi, j'ai quand même envie de vous dire, mais ça je le dis tout bas, tant mieux qu'il soit parti avec une autre. Ah oui. Tous les jours, je me le dis maintenant. Il faut vous le dire plus souvent. On est bien d'accord. Merci. Oui. Merci Sylvie. Je vous remercie beaucoup, Brigitte. Je vous en prie, merci à vous. On fait une petite pause, Gérard Salama, et on revient sur la ménopause maîtrisée. Les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio. Maître Lelon, bonjour. Bonjour. Serait-il indiscret de vous demander, Maître Lelon, ce que vous faites entre 17h et 18h? En tant que huissier de justice, je vais juger le jeu des Chevaliers du Fiel qui aura lieu entre 17h et 18h, animé par Pierre Cadibert. À tout à l'heure. Dont la femme a des problèmes avec la justice. Je vous remercie. Merci. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, nous allons parler de la sexualité des hommes avec l'âge, parce que j'ai trouvé qu'il fallait un peu de parité, Gérard Salama, dans cette émission. Absolument. Vous êtes d'accord, parce qu'on parle des femmes et de la ménopause. Alors c'est vrai, l'homme ne connaît pas la ménopause, mais il peut connaître une baisse de sa testostérone, c'est l'hormone mâle par excellence. Et puis, ce qu'il faut quand même aussi ajouter, et c'est le cas pour tous nos organes, c'est le cas pour notre corps, mais même aussi pour notre cerveau, à partir d'un certain âge, et même très jeune, il y a une sorte de baisse de vitalité, de tout, quoi. Et après, ça va évidemment être du cas par cas. Et si on pourrait, par exemple, penser que parfois, avant la trentaine, il y a peut-être un excès de testostérone, eh bien, ça provoque évidemment des besoins, entre guillemets, sexuels un peu intenses chez beaucoup de jeunes hommes. Eh bien, c'est vers la cinquantaine, on considère, c'est encore une fois des statistiques, donc ça veut pas dire que tous les hommes sont comme ça, mais on considère qu'à partir de la cinquantaine, il y a un équilibre entre les instincts naturels qu'on appelle les pulsions sexuelles et les désirs. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes disent que les hommes sont de meilleurs amants après 40 ans et jusqu'à 60, parce qu'après 60, justement, il y a peut-être un peu trop de baisse de testostérone et donc l'érection devient plus lente, l'éjaculation parfois est plus rapide, le sperme est expulsé aussi de manière plus lente. Tout ça, ça vient en effet de l'âge, mais c'est pas très grave. Parce que, de toute façon, la sexualité d'un homme peut également s'adapter avec les évolutions du corps. Alors, il y a aussi des choses, par exemple, le temps de retrouver son érection est souvent beaucoup plus lent, cette fameuse période réfractaire dont on parle. Il paraît aussi qu'il y a le poids des testicules qui diminue, et que les sensations peuvent être moins intenses et l'angle d'érection devient un peu plus faible. Et ça, il paraît que ça dérange beaucoup d'hommes qu'ils n'ont plus, qui se dressent à l'horizontale, voilà. Et tout ça, évidemment, ça va dépendre suivant les hommes. Alors, il y a quand même une chose très importante, le pire ennemi pour tout ça, c'est la cigarette, paraît-il. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça en tant que médecin? Parce qu'après tout, il y a beaucoup de choses dans cette question. Il y a beaucoup de choses. Alors d'abord, on va juste sortir du médical et je vais vous donner juste une expérience personnelle. Il y a beaucoup de femmes de 40 ans, vous voyez qu'on est loin des 60 ans, de 40 ans qui se plaignent que leurs maris n'ont plus envie,
d'avoir des relations parce que, et ça c'est une explication que je pense être vraie, c'est que à 40-45 ans aujourd'hui, le challenge des hommes, n'est plus de conquérir la femme ou de faire l'amour, c'est le challenge du travail, du boulot. Je veux être directeur, je veux être ceci, cela. Et donc ils travaillent 14 heures par jour, si j'ose dire, et ils rentrent chez eux, et ils pensent à autre chose. Et les femmes, et ils n'ont même plus envie. Ils n'ont même plus envie, et les femmes se plaignent. Ça, c'est une constatation que j'ai. Maintenant, on revient un petit peu à l'âge et à la ménopause. Évidemment, on dit qu'il n'y a pas de ménopause chez les hommes, et c'est vrai, puisque la ménopause, c'est l'arrêt des hormones, ce qui n'est pas le cas chez les hommes. Mais il y a une diminution évidente de la testostérone qui va évidemment diminuer la libido et les érections. Alors, on a réglé plus ou moins le problème des érections avec les traitements qu'on a aujourd'hui, heureusement, mais on n'a pas réglé le problème de la libido. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui ont des érections, qui le font parce qu'il faut le faire et que ça leur donne toujours, vous savez, l'impression d'être un homme, même si ça veut rien dire. Mais ils le font, mais la libido ne suit pas. Ça veut dire qu'ils le font, ils ont des érections programmées avec tel ou tel comprimé, mais la libido ne suit pas parce qu'il y a un manque total de testostérone. Alors, et d'ailleurs, il paraît qu'un des premiers indices qui peut laisser penser à un homme qu'il a peut-être une vraie baisse de testostérone, c'est une petite déprime. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Alors, oui, d'une part, mais c'est surtout le fait de ne plus avoir de bonnes érections qui les rend déprimés. Et chez un homme, ça prend des proportions hors normes. Hors normes. Impression de ne plus être un homme, impression de ne plus exister, impression de ne plus être à la hauteur, impression de ne pas pouvoir tenir à garder sa femme parce qu'elle se dit « je vais aller voir ailleurs », etc., etc. Ça prend des proportions vraiment hors normes. D'ailleurs, quand on en parle avec la femme dans le couple qui est en face, elle a tendance en général à dire c'est pas si grave que ça, on va se débrouiller et puis c'est tout. Mais ça prend plus d'importance chez les hommes que les femmes. Alors, il y aurait des traitements qu'on ne fait pas parce que c'est dangereux. Mais regardez, quand j'ai travaillé en Russie, par exemple, il y a des médecins, et plein de médecins, qui faisaient des injections de testostérone, ce qui est totalement interdit et dangereux aux hommes, pour leur donner juste l'impression que ça marche. Et c'est vrai que ça marchait, puisqu'il manque c'est comme les hormones chez les femmes. Et ça marchait. Mais c'est évidemment dangereux, ça donne des cancers de la prostate, ça donne beaucoup de choses. Donc le traitement existe, mais il ne faut jamais le faire. Et personne ne vous le donnera en France, évidemment, parce que ça ne sert à rien. Alors par contre, on a cette chance d'avoir quand même tous ces Viagra et autres, pour ne pas donner de nom, qui permettent à l'homme de comment dirais-je, de montrer qu'il est un homme. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire se donner l'impression qu'il l'est. Et d'ailleurs, c'est quand même pratiquement quelque chose d'important. Il y arrive, il peut, ça marche. marche pas toujours, mais ça marche. Aujourd'hui, ça marche. Voilà, maintenant, s'il y a moins de libido, puis... Mais alors, il y a une chose que je voudrais dire. Le problème, quand même, de toutes ces pilules, que ce soit quelles qu'elles soient, c'est que ça fonctionne, mais il faut quand même qu'il y ait du désir. Absolument. S'il n'y a pas de désir, vous pouvez avaler toute la boîte de Viagra. On est d'accord. Et alors, il y a une chose que je voudrais dire qui est très importante aussi, c'est que on croit toujours qu'un homme, il a des besoins intenses, mais pas du tout. S'il a pris l'habitude avec sa femme, parce qu'il y a un accord dans le couple de ne plus faire l'amour, il s'y habitue très vite, surtout s'il n'a pas trop de libido. Il s'y habitue très vite. Moi, je vois beaucoup de couples qui vont très bien après 60 ans. Lui, il a moins envie. Elle a plus du tout envie. On en a parlé tout à l'heure. Mais ça marche très bien, c'est comme ça. Ça marche très très bien. Quand les deux sont au diapason, ça marche très très bien. Et j'ai vu des femmes me dire, mais c'est pas possible, il fait rien, c'est qu'il a une maîtresse, c'est pas possible. Pas du tout. Un homme s'habitue très 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 vite à ne rien faire. Ça ne lui pose pas de problème. Certains hommes, encore une fois. Oui, non, mais certains hommes, bien évidemment. Bien sûr. Et puis il y a les demandeurs permanents, et alors là, c'est là que ça commence à poser problème, bien sûr. Mais on a quand même, j'allais dire Dieu merci, ces fameuses pilules qui permettent aux hommes et nous permettent de donner l'impression que nous sommes des hommes. Voilà. Bon, en tout cas, demain, c'est ce qu'on abordera avec Vincent Hupertan, quels sont les besoins sexuels du couple. Isabelle, bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Gérard. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Salama sur les hommes qui s'habituent, parce que c'est exactement ce que je vis depuis quelques années. Voilà, mais moi j'avais surtout une question à poser à Monsieur Salama, parce que il faut que je retrouve un gynéco. Alors moi je n'ai plus d'utérus. Moi c'est pour revenir sur ce que vous disiez en début d'émission. Je n'ai plus d'utérus. J'ai pris, j'avais beaucoup de bouffées de chaleur au moment de ma ménopause.
Et là, j'ai 63 ans, donc ça fait à peu près 10 ans que je suis ménopausée. Mais enfin bon, on m'a enlevé l'utérus pour des problèmes de fibrome. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, du coup. Vous vouliez poser une question, mais on ne sait pas laquelle. Oui. Alors oui, justement, je n'ai plus été suivie vraiment par un gynéco parce que donc j'ai eu un cancer du sein. J'ai pris le traitement hormonal, l'œstrogel pendant 5 ans. Donc pour mes bouffées de chaleur, ça marchait très bien, j'étais ravie. J'avais toujours une vie sexuelle tout à fait épanouie. Et bim, j'ai eu un cancer du sein, pas très grave, pas très méchant, un grade 1, j'ai été opérée, j'ai eu des rayons. Mais effectivement, on m'a demandé bien sûr d'arrêter tout de suite l'œstrogel et je n'ai jamais repris de traitement hormonal. Donc là, bien sûr, ça fait quand même quelques années que j'ai guéri mon cancer du sein, mais en revanche, j'ai plus de libido du tout et surtout, j'ai toujours mes bouffées de chaleur intenses qui m'empêchent d'avoir une sexualité parce que à chaque fois que je me rapproche de mon mari, déjà lui il n'a pas beaucoup de libido non plus à cause d'une autre pathologie cutanée, mais bon. Et moi, en fait, à chaque fois j'ai la bouffée de chaleur qui arrive et c'est une catastrophe, quoi. Donc je me demandais si justement je pouvais reprendre un traitement. Vous voulez, Isabelle? Oui, Isabelle voudrait savoir si elle peut reprendre un traitement, Gérard Salama. Alors la question est simple. D'abord, interdiction à vie du traitement hormonal. Ça c'est la première chose. Donc c'est pas la peine de vous dire est-ce que je peux, est-ce que je peux pas. Hors de question. Non. Par contre, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Bon. J'ai une très bonne nouvelle. Ouais. Voilà. On vient de sortir un médicament qu'on attendait depuis des années et qui enlève les bouffées de chaleur d'une manière quasi totale, non hormonale. Donc, il est permis de le donner à tout le monde, y compris ceux qui ont eu des cancers du sein. Et donc, à partir de ce moment-là, vous n'aurez plus de bouffées de chaleur. En ce qui concerne... oui, je vais vous donner son nom chimique. Mais le pharmacien connaîtra. Hein. De toute façon, il vient de sortir. Il faut juste ne pas avoir d'insuffisance hépatique pour le prendre. Et puis donc, en général, on l'a pas. La deuxième chose, au plan local, on peut toujours vous donner pour la sécheresse vaginale, et vous devez l'avoir sûrement fait, des crèmes, des gels, etc., qui sont non hormonaux. Et c'est tout ce qu'on peut faire pour vous. Mais c'est déjà pas mal, parce qu'effectivement, avoir des bouffées de chaleur en se mettant au lit, ça donne pas très envie de faire autre chose. Mais il est extrêmement efficace. Il est sorti il y a 2-3 mois et on l'attend depuis des années. Voilà. Il s'appelle phénolisétan, ça c'est le nom chimique, 45. Mais votre pharmacien saura très bien de quoi il s'agit. Et c'est sans ordonnance? C'est avec une ordonnance. C'est avec une ordonnance. Vous prenez un comprimé tous les jours et vous n'avez plus de bouffées de chaleur. La vie, et particulièrement pour les femmes qui ont des énormes bouffées de chaleur. Ah oui, moi c'est mon cas. Parce qu'avant on avait des petites choses, on donnait des tas de choses à base de plantes, etc., qui marchaient quasiment pas. Vous voyez, moi quand j'entends ça, franchement, ça m'agace parce que je me dis mais des personnes comme Isabelle, il y en a en France une quantité. Ils sont pas au courant. Et elles sont pas au courant et les médecins. Alors des charges, c'est nouveau. Alors des charges, c'est nouveau. D'accord, mais les médecins pourraient être au courant. Les médecins, ils sont au courant. Oui, enfin pas tous, mais ils sont au courant que ça devait arriver, puisque moi je l'attends depuis 2 ans. Vous voyez que j'étais donc un peu au courant. Mais bon, maintenant qu'il est sorti, au moins il devrait être au courant. Voilà. Et c'est inoffensif, et hormis au plan hépatique, je dis. Hein, mais sinon, il est inoffensif. Il marche quasiment 100%. Et puis à vous de l'essayer très vite, s'il vous plaît. D'accord, bon, très bien. Voilà la réponse. Merci beaucoup. Bon, alors vous allez le redire très distinctement parce que je suis sûre qu'il y a des tas de femmes qui nous écoutent et qui n'ont pas eu le temps de noter parce que quand on est en voiture. Toutes les femmes qui ont des bouffées de chaleur et qui ont par exemple 50 ans et d'autres signes de ménopause, bien évidemment, il faut un traitement hormonal en l'absence de contre-indication et de cancer pour traiter tous les problèmes de la ménopause, y compris les bouffées de chaleur, et ça c'est efficace rapidement. Pour toutes celles qui n'ont pas de traitement hormonal ou qui sont à 10 ans depuis la ménopause, qui ont des chaleurs, qui ont des contre-indications ou qui ne veulent tout simplement pas prendre de traitement hormonal, et c'est extrêmement légitime, eh bien on a un nouveau traitement qui est merveilleux contre les bouffées de chaleur, et il suffit de demander à son médecin généraliste, et il saura de quoi il s'agit. J'espère. Et ça s'appelle ? Le phénolisétan, c'est joli ça. Phénolisétan 45.
Voilà, c'est le nom chimique, hein, bien évidemment. Oui, bien sûr, on ne fait pas de la pub pour un médicament, on n'a pas le droit. Mais en attendant, chacun trouvera bien... il existe, voilà. Ils doivent savoir qu'il existe. Si c'est pas le médecin d'ailleurs, parce que ça peut arriver, demandez donc au pharmacien. Voilà, c'est-à-dire que si votre médecin ne connaît pas, vous demandez au pharmacien le nom du médicament et puis vous retournez chez votre médecin avec le nom du médicament et vous éduquez votre médecin pour les prochaines patientes. Voilà. Allez, on fait une petite pause sur ce et on se retrouve dans un instant. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Lucie, de sexe féminin, âgée de 12 ans, de type caucasien, mesurant 1,63 m, brune, aux cheveux longs, mince, a été enlevée à Dompierre, dans le 61. C'est aux abords du 3 rue Berrier, le 24 septembre 2025. Ça s'est passé vers 22h30. Lucie porte une cicatrice discrète à l'œil gauche. Elle porterait aussi une chevalière dorée à la main droite et une montre bracelet rose. Elle porterait par ailleurs un jogging gris, un sweat beige et des chaussons. Le suspect de l'enlèvement, Charles Foury, est un homme de 34 ans, de type caucasien. Il porterait de son côté un pantalon de treillis, des chaussures de sécurité et une veste rouge et noire. Il circulerait par ailleurs à bord d'un véhicule Citroën C5 gris foncé immatriculé CF109ZL. Si vous localisez l'enfant, n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 0800 36 32 68 ou envoyez un courriel à alerte-enlèvement@gendarmerie.intérieur.gouv.fr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Gérard Salaman est avec nous. Je vous rappelle le titre du livre, La ménopause maîtrisée. C'est aux éditions Humaine Science. Vous évoquez, alors on n'a pas beaucoup parlé peut-être de la sexualité, mais en même temps, pourquoi pas, si vous avez envie de savoir plus, vous en parlez dans le livre. Il y a également des tests dans cet ouvrage. Enfin bref, on vous donne même un peu de conseils alimentaires. Enfin bref, je vois pas pourquoi vous ne passeriez pas bien ce cap, mesdames, si vous avez envie d'aller bien. Carole, merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, pour moi, en fait, ça ressemble un petit peu à la personne qui a parlé juste avant moi, en fait. Donc, je me suis reconnue un petit peu dans son témoignage. Au niveau déjà de la perte de l'utérus, que je me suis fait aussi enlever il y a environ 4-5 ans. Pour des problèmes de fibrome, pareil. Et donc, oui, enfin c'est pas pareil parce que là c'est pas un cancer. Non, c'est pas un cancer. C'est un fibrome et du coup j'ai eu la ménopause qui s'est déclenchée très peu de temps après en fait. Donc pas beaucoup de bouffées de chaleur pour mon cas. J'ai pas eu ce problème-là. C'était plus des sensations de fatigue, de fatigue. Et ce qui m'a fait bizarre, c'est que j'ai eu l'impression de revenir un peu comme à l'adolescence, en fait, avec des signes de fatigue un petit peu qui ressemblaient à quand on a ses règles ou des choses comme ça. Ça m'a fait beaucoup penser à cette période-là. Après, une perte de libido un petit peu aussi. Et un petit peu de déprime, c'est une sensation un peu bizarre, quoi. Donc, ça fait combien de temps que vous avez été opérée ? Là, ça doit faire 5 ans. Et depuis, vous n'avez pas retrouvé... vous êtes toujours au même point ? Non, ça va quand même beaucoup mieux. Bon, après, je vois une psychologue là régulièrement. Et au niveau rapport, bon, j'en ai pas beaucoup. Mais par contre, j'ai aussi, comme la dame tout à l'heure, j'ai une sécheresse vaginale. Et ça fait très mal, en fait. Donc, bien sûr. Donc là, bon, le côté psy, vous êtes suivi, on est d'accord. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan médical ? Pardon, vous êtes sous traitement, ou pas hormonal ? Non, j'ai jamais eu de traitement. Très bien. Alors je vais vous dire, quand on parle de ménopause, dans les esprits de tout le monde, ça veut dire égal bouffée de chaleur. C'est comme ça. Bon, ménopause, bouffée de chaleur. Un des signes principaux avant les bouffées de chaleur, c'est l'insomnie et la fatigue.
Ça veut dire que votre problème, il est hormonal. Vous pouvez partir 3 semaines, 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois en vacances et revenir, vous serez aussi fatigué. Donc, c'est un problème hormonal. C'est un manque hormonal. Quand vous me dites j'ai de la sécheresse vaginale, c'est un problème hormonal, de manque hormonal. Quand vous dites j'ai des douleurs articulaires, c'est la même chose. Ça veut dire que quoi? Et même le psy et la dépression, il faut continuer, bien sûr, avec votre psy, mais il faut vous mettre sous traitement hormonal, d'urgence, et vous allez voir que bientôt, vous n'aurez plus besoin de personne. C'est vrai? Ben oui. Écoutez, vous pouvez avoir pardonnez-moi la comparaison, mais vous pouvez avoir la plus belle voiture du monde, s'il manque de l'huile et de l'essence, ça roulera pas. Mais c'est pareil, les femmes manquent de fuel, et ce fuel, il est fondamental. Alors, évidemment, chacun a une réactivité différente. Vous savez qu'on est pour les voitures électriques aujourd'hui. Oui, mais moi je suis vieux jeu, vous savez, Brigitte. Mais le principal, c'est que ça roule, et ce qu'on veut, c'est que ça roule. Oui, on est d'accord. Et pour vous, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple, y compris le côté psychologique. Il faut que ça démarre au quart de tour. On met la clé et hop, c'est parti. Il y a des dépressions énormes, des gens qui ont été dans des asiles à une époque, il y a 100 ans, parce qu'il manquait simplement d'hormones et on les traitait que par des psys et des traitements de psychothérapie. Il y a des traitements pour les problèmes psychologiques. Donc, vous allez, s'il vous plaît, essayez. Mais vous avez raison, Gérard Salama. On ne se rend pas compte à quel point la compréhension des hormones a fait avancer l'état psychique et la santé des gens. Alors moi, je propose là parce qu'on donnait des électrochocs à une époque aux gens qui étaient déprimés. Pour des gens qui manquaient d'une pilule par jour. Je vais vous demander, c'est un conseil évidemment, juste de faire le traitement si vous avez des réticences, parce qu'il y en a même pas. En plus, vous n'avez pas d'utérus, vous avez un risque qui est déjà minuscule et qui est divisé par 3. Je vous conseille de faire un traitement avec votre médecin pendant 2-3 mois. Si ça marche, vive la vie. Si ça marche pas, vous avez rien perdu. D'accord. Mais je connais le résultat. Je connais la réponse déjà, mais faites-le, s'il vous plaît. Le traitement, vous parlez du nouveau traitement que vous parliez non, tout à l'heure. Il n'y a pas de nouveau traitement. Ce ne sont que des anciens traitements. Le traitement dont parlait Gérard Salama il y a un instant, c'est pour les bouffées de chaleur uniquement. C'était pour les bouffées de chaleur. Non, un traitement hormonal, sans progestérone, parce qu'on n'avait pas d'utérus. THS. Les fameux traitements THS. Demandez la crème à base d'œstrogène, mettez-en bien la bonne dose qu'il faut, c'est votre médecin qui vous le dira, et vous allez essayer 2 mois, parce que vous le saurez très vite. Vous n'avez pas besoin d'attendre 1 an et demi pour savoir si ça marche bien. Vous allez le savoir en 3 semaines. Alors après, le problème de la crème, c'est que comment savoir si ça marche? Parce que si on n'a pas de rapport, ça ne sert peut-être à rien d'en mettre. Mais moi, je parlais pas des rapports, je parlais de la sécheresse vaginale, je parlais des bouffées de chaleur, je parlais de votre dépression, et je parlais de l'insomnie et de la fatigue, et surtout de la fatigue. D'accord. Et le traitement hormonal peut combler tout ça? Tout ça, oui. D'accord. Ben, tout vous ça, voyez, oui, j'insiste. Je ne savais pas du tout. Parce mais il n'est pas normal que vous ne le sachiez pas, c'est pas un reproche envers vous. C'est malheureusement que beaucoup de femmes comme vous sont comme vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui me désole un petit peu aujourd'hui. Donc il faut qu'on vous informe, et c'est absolument pas de votre faute, évidemment. Il faut que vous soyez plus informés. Vous avez perdu déjà 5 ans. Ben oui. Faites-le s'il vous plaît. Vous prenez aucun risque en faisant 1 mois ou 2, et vous saurez si j'ai raison ou pas. D'accord. Et il n'y a pas d'effet secondaire? S'il y a des grands effets secondaires, vous allez aller mieux. Oui, ça peut être un effet secondaire d'aller mieux. Ça, c'est un effet secondaire, oui. C'est un effet secondaire. Sur le plan purement linguistique, c'est un effet secondaire, oui. Parce que pour moi, tous ces problèmes-là, c'est vrai que ça s'est accentué ou un peu différent avec la ménopause, mais c'était des problèmes qui étaient déjà là avant. Hein. Oui, mais qui vont s'accentuer. Ils vont s'accentuer encore avec le temps, parce que je crois que vous êtes jeune là. Ils vont s'accentuer avec les douleurs osseuses qui vont arriver, et puis beaucoup d'autres choses. Et la sécheresse qui va s'augmenter, et après un peu d'atrophie vaginale. Bon, c'est pas la peine de vous décrire un tableau terrible, mais écoutez, allez. D'accord. S'il vous plaît. Et le nom d'un traitement qui est pas mal, parce qu'il doit y en avoir plusieurs, vous demandez un traitement hormonal par la peau, par la base de crème ou de patch à votre médecin traitant. Il connaît. Facile.
Donc ça, c'est clair. Hein, et je crois que le témoignage de Carole pour il conclure... résume pratiquement toute l'émission. Oui, on est d'accord. Absolument. Et on voit bien là, encore une fois, ça fait 5 ans que Carole subit sans avoir... bon, après, elle n'a peut-être pas demandé non plus à son médecin, on n'en sait rien. Hein, mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu... Si je peux me permettre, c'est au médecin d'en parler. Quand un médecin voit une patiente qui vous dit « je dors pas, je suis fatigué depuis je sais pas quand, je suis un peu déprimé, j'ai une sécheresse vaginale et d'autres choses », je pense que la première chose à dire, c'est madame, peut-être que vous manquez d'un traitement hormonal. Encore faut-il qu'il soit d'accord avec. Mais oui, et puis comme je le disais tout à l'heure à une autre auditrice, pour l'instant, sa vie n'est pas en danger. Et parfois, les médecins ont tendance à mettre de côté la vie, je dirais même la vie sexuelle des patients ou des patientes. Hein. On entend des urologues après un cancer de la prostate, le mec ne bande plus. Bah oui, vous êtes en vie, vous n'allez pas en plus vous plaindre. Non mais je veux dire, on l'entend ça. Je suis désolée. Oui. Et puis on entend aussi, c'est la nature, madame. On entend encore ça. On entend ça, c'est la nature. Comment a fait votre grand-mère? Bon, mais ça suffit. Alors, ce que je veux dire aujourd'hui, ou après une épisiotomie, la femme elle a des douleurs. Vous vouliez des enfants, donc voilà. Non, c'est vrai. Il faut quand même reconnaître qu'il y a encore une négligence sur le bien-être et la santé sexuelle des Français, qui chez certains médecins. Encore une fois, je généralise pas du tout. Il y a des médecins formidables. Hein. Mais il y a encore ça, donc il faut lutter. Vous aurez remarqué, Brigitte, que depuis tout à l'heure, je dis qu'il faut informer les médecins. Je suis bien d'accord. Je me permets de le redire, mais encore une fois, il faut que les gens comprennent que tout ce qu'on a dit avant sur la dangerosité des traitements hormonaux est aujourd'hui obsolète. Donc on a évolué. Il y a 20 ans, peut-être que j'aurais dit le contraire. Mais aujourd'hui, nous avons les preuves, on a des enquêtes suffisamment importantes, on a des pays entiers immenses comme les États-Unis qui font des traitements à tout le monde et ils vont très bien. Donc la dangerosité est obsolète. Alors, mesdames, allez-y et réclamez à votre médecin. Réveillez-vous, mesdames. Et la vie ira beaucoup mieux pour vous, pour votre couple et pour tout le monde. Parce que quand les gens vont bien, la vie va Brigitte, mieux. C'est tellement spectaculaire. Mais c'est tellement spectaculaire. On passe de très mal à très bien. Alors pourquoi s'en passer? Gérard Salama, je vous ai invité. Je sais, j'avais bien envie de vous entendre. Ça s'appelle La ménopause maîtrisée, c'est aux éditions Humaine Science. Demain, on est avec Vincent Hupertan. On parlera de la sexualité dans le couple. Et tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.